Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger l'examen de chimie du concours de médecine. Il s'agit de la session 2025. On va expliquer pourquoi les propositions sont justes et d'autres fausses, histoire de mieux comprendre. Donc, la première question parle ici de gaz parfait à température égale. Il est dit, du méthane gazeux de masse égale à 32 grammes est introduit dans une enceinte de volume égal à 5 litres, sous une pression de 0,2 atmosphère. Ensuite, du dioxygène gazeux de masse égale, toujours à 32 grammes, est introduit dans une autre enceinte de volume égal à 10 litres. On demande donc quelle doit être la pression dans l'enceinte contenant le dioxygène pour que la température soit la même dans les deux enceintes. Bon, pour ce faire, étant donné qu'il s'agit de gaz parfait et température égale, on va commencer par écrire ici la formule des gaz parfaits. PV égale à nRT, ce qu'on appelle la formule des gaz parfaits. Sachant cela, de PV égale à nRT, on peut facilement tirer que T, lui, égale à PV divisé par NR. Et ce qu'on va faire, c'est simplement appliquer la formule suivante à nos différents gaz que nous avons dans l'énoncé précédent. On va commencer par le méthane, CH4, pour qui on aura la masse molaire égale à 16 grammes par mol. Ça signifie que N, qui est la quantité de matière, sera égale à 32 divisé par 16, ce qui nous donne 2 mols. En appliquant la formule ci-après, on se retrouve avec T donc égal à 0,2 fois 5 divisé par 2R, ce qui correspond à 0,5 divisé par R. De cette formule, on va essayer de faire la même expression pour le dioxygène, qui est le deuxième gaz à l'occurrence, où on aura la masse molaire égale à 32 grammes par mol. Ce qui signifie que la quantité de matière sera égale à 32, le volume du gaz, divisé par 32, qui ici est la masse molaire du dioxygène, égale à 1 mol. À température égale, on trouve donc l'expression P fois 10 divisé par 1 fois R, ce qui correspond à 0,5 R, qui est le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. En faisant une expression entre les deux, on se retrouve avec P égale à 0,05 fois 2, ce qui correspond à 0,1 atmosphère, codant pour la proposition B de l'énoncé. As-tu besoin d'aide pour te préparer au concours de médecine ou de dentisterie? Arche Tutoring organise une prépa intensive de 2 mois. Au programme, 200 heures de cours en direct réparties en 30 heures de biologie, 30 heures de chimie, 35 heures de mathématiques, 35 heures de physique, 40 heures pour les matières non scientifiques, notamment le raisonnement, et 30 heures de correction détaillée de tous les anciens sujets. Des enseignants disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à tes préoccupations. Des concours blancs et un suivi individuel toutes les 2 semaines pour évaluer ton évolution. Rejoins-nous dès ce 30 juin et donne-toi toutes les chances de réussir ton concours. Et nous t'offrons les 3 premiers jours de cours gratuitement. Contactez-nous dès maintenant. La deuxième question parle ici d'isotope d'indium. L'indium, c'est un élément chimique avec pour numéro atomique Z égale à 49. Et on dit qu'il est formé principalement de 2 isotopes naturels. L'un des isotopes étant l'indium 113, quel pourrait être l'autre isotope? C'est la question à laquelle nous allons donner réponse. Les isotopes, généralement, ont le même Z, mais des A différents. Ça signifie que les isotopes vont posséder généralement le même numéro atomique, mais de différents nombres de masses. Et cette différence est là qui nous permet de comprendre ici que la masse atomique moyenne de l'indium, tel qu'on le regarde dans le tableau périodique, correspondrait à 114,8 grammes par mol. Et si cette masse atomique correspond à 114,8 grammes par mol et que l'isotope précédent serait l'indium 13, alors celui qui suit naturellement correspondra à l'indium 15, qui est d'ailleurs le plus abondant avec une abondance de 96%. Ce qui nous amène à dire que la proposition juste ici, c'est le D. Concernant la troisième question, elle parle du déplacement d'équilibre. Donc, c'est une question d'équilibre chimique et il est énoncé que
Le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote contenu dans l'air pollué peuvent réagir ensemble selon la réaction exothermique suivante. Vous avez la réaction ci-après. Et on demande comment va se déplacer l'équilibre dans le sens direct lorsqu'on va émettre chacune des propositions ci-après. On dit, en ajoutant le trioxyde de soufre, en diminuant la pression totale dans le récipient, en diminuant la température, et toutes les propositions ci-dessous sont fausses. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la réaction ici est exothermique. Et qu'une réaction exothermique veut dire qu'il y a dégagement de chaleur. Si la réaction est exothermique, on peut donc appliquer ce qu'on appelle le principe de Le Chatelier, qui nous explique que diminuer la température retire de la chaleur. Ce qui signifie que l'équilibre va se déplacer vers la droite, donc correspondant au sens direct, ce qui est une proposition correcte. Ajouter du SO3, qui est le trioxyde de soufre, c'est un produit, fera en sorte que l'équilibre soit déplacé dans le sens de sa diminution. Donc, déplacerait en fait l'équilibre vers la gauche. Donc, ajouter du SO3 déplace l'équilibre vers la gauche, ce qui rend la proposition fausse. Les moles de gaz sont égales. On a deux réactifs ici et on a deux produits, ce qui signifie que la pression n'a pas d'effet. Lorsqu'on regarde la première équation, on se rend compte qu'on a une mole de gaz ici, une mole de gaz ici, du côté des réactifs. Et du côté des produits, on a une mole de gaz et une mole de gaz. Ça signifie qu'on a 2 moles de gaz du côté des réactifs et 2 moles de gaz du côté des produits. Ce qui signifie que selon le principe de Le Chatelier, le déplacement de la pression n'a pas d'effet. Concernant la question 4, il s'agit ici d'une question sur les acides et bases. L'énoncé est le suivant. Soit les équations chimiques de 4 réactions acides et bases dont les constants d'équilibre K-ci sont supérieures à 50. On a les équations ci-après et on nous demande de trouver parmi les propositions suivantes quel est l'ordre croissant de pKa des acides. Pour la question 4, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle dans une réaction acide et base où Kc est supérieur à 50, l'acide le plus fort réagit en premier car il a le pKa le plus bas. En analysant les réactions, on se rend compte que dans la réaction 1, on a H2SO3 qui est plus fort que H2CO3. Dans la réaction 3, on a CH3COH qui est plus fort que H2CO3. Dans la réaction 4, on se retrouve avec CH3COH qui est plus fort que NH4+. Ça nous amène donc à la conclusion suivante, selon les valeurs des pKa. pKa de H2SO3 est inférieur au pKa de CH3COH qui est inférieur au pKa de H2CO3 qui lui-même est inférieur au pKa de NH4+. À partir de ça, on peut comprendre que la réponse juste ici, c'est le C. On passe donc à la question 5 qui parle de degré d'oxydation dans du permanganate de potassium. Et il est dit, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au nombre ou aux étages d'oxydation de chacun des éléments du permanganate de potassium. Pour ce faire, il faut comprendre que voici la formule du permanganate de potassium. KMnO4. Et à partir de KMnO4, selon nos bases fondamentales, on peut déterminer que K, c'est un alcalin, donc son degré d'oxydation, c'est toujours plus 1. O, c'est généralement moins 2, sauf dans les peroxydes où ça sera moins 1. Dans ce cas-ci, c'est moins 2. Sachant donc que K est de plus 1 et que O est de moins 2, il est facile de déterminer le degré d'oxydation du manganèse, considérant le fait que plus 1 plus manganèse plus 4 fois moins 2, qui est le degré d'oxydation de l'oxygène, doit nous donner 0. Étant une molécule neutre, on peut appliquer la formule somme des nombres d'oxydation des éléments égale à
0. Ce qui correspond au fait que 1 plus manganèse plus 4 fois moins 2 nous donne 0. Et à partir de cette équation, on peut déterminer ici que le degré d'oxydation du manganèse, lui, sera donc de plus 7. Ce qui correspond ici à la proposition D. La question 6, elle parle de dilution d'acide nitrique. C'est une question basée principalement sur la dilution d'une solution commerciale. Et il est dit, soit une solution aqueuse d'acide nitrique à 31,5% en masse et de densité 1,50. Quel est le volume de cette solution, du moins quel volume de cette solution faut-il prélever pour préparer 75 ml d'une solution d'acide nitrique à 1 mol par litre? La réponse est la suivante. Ce qu'on va faire, c'est évaluer les différentes étapes. À l'étape 1, il s'agira de déterminer le nombre de moles de HNO3, qui est l'acide nitrique. Pour ce faire, on sait que N égale à C fois V, ce qui nous correspond à 1 fois 0,075. Donc, 0,075 mol est notre quantité de matière d'acide nitrique. L'étape 2 consistera à déterminer la concentration de la solution mère. Pour déterminer la concentration de la solution mère, on sait que c'est une solution commerciale. Donc, dans 1 litre, on a 2 points. La masse est égale à 1000 fois 1,50. Donc, 1 litre de solution commerciale, dans ce cas-ci, pèse 1500 grammes. Or, la masse d'acide nitrique devra donc être égale à 1500, vu que c'est une solution d'acide nitrique, qu'on va multiplier ensuite par 0,315, qui lui, en fait, correspond au pourcentage, pour obtenir la masse réelle, qui est 472,5 grammes. Et après avoir obtenu cela, on va donc déterminer la masse molaire d'acide nitrique, masse molaire de HNO3, qui doit nous donner 63 grammes par mol. Ce qui signifie que la concentration de la solution est égale à la masse brute, donc 472,5, divisé par la masse molaire de l'échantillon, qui est de 63 grammes par mol. On tombe sur 7,5 mol par litre. Et cette valeur est donc la masse molaire ici, la concentration ici d'acide nitrique. L'étape 3, qui est la plus importante, on va procéder à la dilution à proprement parler. Et cette dilution-là nous montre simplement que la conservation de la quantité de matière doit être observée. Donc, dilution égale la conservation de la matière. Pour ça, on saura simplement que volume ici sera égal à N divisé par C. Or, on venait d'obtenir C, qui était 7,5 mol par litre. On va simplement diviser la quantité de matière trouvée en amont, qui est 0,075, par la concentration de la solution commerciale, qui est 7,5, pour obtenir 0,01 litre, qui lui correspond à 10 millilitres. On peut donc constater que la proposition exacte, c'est le A. En convertissant, on obtiendra 2,50 millilitres. As-tu besoin d'aide pour te préparer au concours de médecine ou de dentisterie? Arche Tutoring organise une prépa intensive de 2 mois. Au programme, 200 heures de cours en direct réparties en 30 heures de biologie, 30 heures de chimie, 35 heures de mathématiques, 35 heures de physique, 40 heures pour les matières non scientifiques, notamment le raisonnement, et 30 heures de correction détaillée de tous les anciens sujets. Des enseignants disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à tes préoccupations. Des concours blancs et un suivi individuel toutes les 2 semaines pour évaluer ton évolution. Rejoins-nous dès ce 30 juin et donne-toi toutes les chances de réussir ton concours. Et nous t'offrons les 3 premiers jours de cours gratuitement. Contactez-nous dès maintenant. Soit la réaction suivante, dont la constante d'équilibre exprimée en termes de pression est Kp égale à 2 à une température donnée, dans un mélange réactionnel, la pression partielle en monoxyde d'azote est de 0,1 atmosphère
et celle en dibrom est de 0,5 atmosphères, quelle est la valeur de la pression partielle en NOBr dans ce mélange? Bien, pour ce faire, on va simplement écrire la constante d'équilibre qui nous montre que la constante d'équilibre normalement égale à, pour une réaction donnée où A, petit a plus petit b doit donner petit c plus petit d. Pour cette réaction-là, on sait que la constante d'équilibre égale à d, l'activité de d à la puissance de son coefficient stéchiométrique, fois l'activité de c à la puissance de son coefficient stéchiométrique, divisé par l'activité de a à la puissance de son coefficient stéchiométrique, fois l'activité de b à la puissance de son coefficient stéchiométrique. En corrélant ceci à notre équation, on se retrouve avec Kp égale à quoi? Kp sera égal ici là à la pression de NOBr au carré, parce que c'est notre produit, divisé par la pression de NO au carré, multiplié par la pression de BR2. Donc en fait, ici là, c'est simplement l'activité du produit sur l'activité des réactifs. Sachant que lui, il est le produit et eux sont les réactifs. Sachant dans l'énoncé que Kp, lui, normalement est censé correspondre à 2, on peut donc déduire que 2 sera égal à P au carré de NOBr divisé par 0,1 au carré fois 0,5. Ce qui signifie donc que P de NOBr au carré divisé par 0,05 nous donnera 0,1 qui correspond en fait à 0,1 atmosphère qui est la pression recherchée, codant ainsi pour la proposition B qui est la proposition juste. La question 8 parle d'une réaction aluminothermique. C'est une réaction généralement entre l'aluminium métallique et l'oxyde de fer, selon l'équation non pondérée suivante. Donc, on a l'équation ci-après et il sera question pour nous de l'équilibrer. On demande, parmi les propositions ci-dessous, laquelle est incorrecte? Bien, pour ce faire, on va commencer par équilibrer notre équation. L'équation aluminothermique nous montre que 2Al plus Fe2O3 est censé donner Al2O3 plus 2Fe. Une fois que l'équation est équilibrée, voilà ce qu'on obtient. Et la somme des différents coefficients fera 2 plus 1 plus 1 plus 2. Des différents coefficients, on a 2 là. Là, on aura 1. Là, on aura 1 et là, on aura 2. Ce qui va faire en sorte que le total nous donne 6, qui est différent de 4. Ce qui rend la proposition suivante fausse, la proposition C. Les autres propositions sont juste dans le sens où l'aluminium passe de 0 à plus 3, ce qui signifie effectivement que c'est un réducteur. Et si ça passe de 0 à plus 3, alors il y a effectivement transfert de 3 électrons. De plus, dans la molécule F2O3, l'atome de fer a bien le tas d'oxydation de plus 3, contrairement au fer solide où son degré d'oxydation c'est 0. Question 9. Elle parle du rendement de la réaction et de solution pondérale. Soit l'équation chimique non pondérée de la réaction chimique de fermentation anaérobie du glucose. On a l'équation ci-après. À 25 degrés Celsius, on place 0,5 mol de glucose dans un récipient en présence de levure. Après réaction, 11,5 g d'éthanol sont obtenus et on demande ici là de calculer le rendement de la réaction.
Bien. Pour ce faire, on va commencer par équilibrer notre équation comme ça. Ensuite, on sait que N, qui est la quantité de matière du glucose, égale à 0,5 mol. Ce qui signifie que la production théorique nous amène à comprendre qu'il s'agira en fait de 2 multiplié par 0,5 qui sera égal à 1 mol d'éthanol. Donc, ceci nous amène à comprendre que pour 0,5 mol de glucose, on peut produire théoriquement 2 fois 0,5, soit 1 mol d'éthanol. La masse théorique ici est de 1 fois 46. Pourquoi 1 fois 46? Parce que le coefficient stéchiométrique ici du glucose est de 1. Ce qui correspond en fait à quoi? À 46 grammes. Et la masse obtenue, elle, est de 11,5 grammes. Donc, la formule du rendement telle qu'on la connaît, R, doit être égale à masse obtenue divisé par la masse attendue. Ce qui correspond au rapport de 11,5 grammes divisé par 46. Donc, 0,25. Donc, logiquement, un rendement de 25%. Ce qui correspond à la proposition A, qui est la proposition juste. Enfin, la dernière question parle de réactifs limitants et de rendement vis-à-vis de l'hydrure d'aluminium. Il est dit, lorsqu'on fait réagir de l'aluminium solide et du dihydrogène gazeux, on peut former de l'hydrure d'aluminium. Que peut-on conclure si on met en présence 0,36 g d'aluminium solide et 0,4 g de dihydrogène gazeux? Ici, on va commencer par équilibrer la réaction. C'est le plus important. La réaction équilibrée nous montre que pour la formation de l'hydrure d'aluminium, il faudra utiliser 2 mols d'aluminium et 3 mols de dihydrogène afin d'obtenir 2 mols d'hydrure d'aluminium. Ensuite, on va déterminer les quantités de matière. La quantité de matière de l'aluminium est égale à 0,36 divisé par 27, ce qui correspond à 0,0133. Et la quantité de matière de dihydrogène est égale à 0,04 divisé par 2, qui est égal à 0,02. Donc ici, il est question de diviser à chaque fois la masse par les masses molaires afin de déterminer les quantités de matière. Le ratio nécessaire ici nous montre que 3 sur 2, ratio nécessaire, 3 sur 2 ratio correspond à 1,5. Ce qui signifie que la quantité de matière de H2 nécessaire sur le plan stéchiométrique correspondrait à 1,5. Pour tout aluminium, on aura donc 1,5 multiplié par 0,0133, ce qui correspondrait à 0,02 mol. Sachant cela, on peut donc dire que les deux réactifs étant consommés, la production théorique nous montre que N de AlAH3 serait égal à 0,0133 fois 2 divisé par 2 fois, de manière hypothétique, 0,02 fois 2 tiers fois 30, ce qui correspondrait à 0,4 grammes. Si on récupère 0,27 grammes, alors le rendement serait 0,27 divisé ici là par 0,30, ce qui correspondrait à 90%. Donc la proposition juste c'est le C. Donc voilà corrigé l'épreuve de chimie du concours de médecine pour la session
2025. J'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre pourquoi les propositions sont justes et d'autres fausses. Merci. As-tu besoin d'aide pour te préparer au concours de médecine ou de dentisterie? Arche Tutoring organise une prépa intensive de 2 mois. Au programme, 200 heures de cours en direct réparties en 30 heures de biologie, 30 heures de chimie, 35 heures de mathématiques, 35 heures de physique, 40 heures pour les matières non scientifiques, notamment le raisonnement, et 30 heures de correction détaillée de tous les anciens sujets. Des enseignants disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à tes préoccupations. Des concours blancs et un suivi individuel toutes les 2 semaines pour évaluer ton évolution. Rejoins-nous dès ce 30 juin et donne-toi toutes les chances de réussir ton concours. Et nous t'offrons les 3 premiers jours de cours gratuitement. Contactez-nous dès maintenant.